Bonjour à tous. Dans le cadre des 31 ans du Grand Légion, nous avons programmé 5 conférences. Nous allons avoir le privilège d'écouter la 3e conférence, présentée par Gérard Raoul, qui a travaillé aux phares et balises. Et le thème d'aujourd'hui, donc, c'est les phares des Côtes d'Armor. Donc voilà, je lui laisse la parole et il va vous parler de tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci au Grand Légion de m'avoir invité pour cette belle fête du Grand Légion. Donc on va parler de phares. Donc moi j'ai fait ma carrière au phare et balises. J'ai commencé en septembre 78 et j'ai fait toute ma carrière au phare et balises, enfin au commencement comme gardien de phare, puis après dans la maintenance des phares, puisque les phares ont été automatisés, et la maintenance, la rénovation, la modernisation. Et donc je suis en retraite depuis 4 ans. Donc j'ai suivi toute cette évolution du feu à pétrole au feu à LED et tout ça. Donc on va commencer la première vue. Un peu d'histoire, un peu d'historique, mais je ne veux pas en parler beaucoup, mais quand même, j'ai fait 3 colonnes. Une première colonne sur la gauche, où on voit le Cap Fréhel. Il est cité 2 fois, en 1650 le premier phare, en 1700 le second phare. Il faut bien se dire que les phares, il y avait très peu de phares. En 1700, il y avait Cordouan, que tout le monde connaît, en 1400, 1500. Et le premier phare dans le département a été le Cap Fréhel en 1650. Puis ensuite, en 1700, on a fait un phare un peu plus important. Et le second phare a été construit dans le département au Sept-Îles, l'île aux Moines. On va passer. Non, on va revenir dessus. C'est le démarrage quelquefois. Et donc la plus grande, la construction des phares, ça a surtout été au 19e siècle et particulièrement à la seconde moitié du 19e siècle, où quasiment sur la colonne du milieu, où on voit le Pan, le Rosédo, Ploumanac, Kerprigan, etc., jusqu'à l'Hospic de 1894. Et après, sur la troisième colonne, on a les phares qui ont été construits au début du XXe siècle, 1910, Barnwick, des feux moins importants déjà, Rouen, 1939. Et puis après, il y a un gros pavé rouge où ça a été les phares qui ont été reconstruits parce que beaucoup de phares ont été détruits en août 1944 quand les troupes d'occupation sont parties. On a détruit beaucoup de phares dans le département, dans les autres départements aussi. Et donc, il a fallu les reconstruire. Donc, il y a les dates de reconstruction. Voilà, on va pouvoir passer. Et donc, quand on parle de phare, il y a aussi tout un balisage, parce que quand on parle de phare, on imagine le phare avec son feu, mais dans le département, il n'y a que 134 feux, mais il y a 369 et autres établissements qui sont des balises, des tourelles qui sont non lumineuses, des amers. Donc j'ai un peu représenté un peu la gamme. Et puis ensuite, la deuxième photo, donc des phares à terre aussi, avec des architectures différentes. Donc Ploumanac, Bodic, certains vous reconnaissez certainement, Begleguer en bas. Voilà, on peut continuer. Donc je vais vous parler principalement de 5 phares qui me tiennent à cœur, parce que c'est des phares où j'ai habité dans ces phares-là. Donc j'ai commencé au phare des Triago, qui est à 10 km de la Terre. Je parle en kilomètres pour que tout le monde... Normalement, dans le langage marin, c'est les 1000. Donc au large de Tréberdin. Ensuite, à côté, il y a le phare des Sept-Îles, le phare des Héaux, qui a toute une histoire, le phare des Roches-Douves, qui a toute une histoire. Enfin, ils ont tous une histoire. Et je terminerai par le phare du Grand Légion. Donc, le phare des Triago, c'est là que j'ai commencé, en septembre 1978. Alors, c'est un phare qui a été construit en 1961, allumé en 1964. Un phare en granit rose et en granit gris de l'île Grande.
Donc d'autres vues du phare, 1952. On voit encore le mât de charge, enfin en 82 aussi, le mât de charge qui servait à ravitailler, en pétrole, parce que c'était un feu à vapeur de pétrole. Donc quand je suis arrivé là, c'était quand même, moi j'avais un diplôme d'électricité, mais il n'y avait rien qui fonctionnait à l'électricité. C'était au pétrole. Alors tout était au pétrole. Le feu, bien sûr, était au pétrole, mais l'éclairage des chambres était au pétrole, le chauffage était au pétrole, le frigo était au pétrole. Enfin, il a passé au gaz. La gazinière était au gaz, quand même. Voilà, donc voilà. Et donc je vais rester un petit peu là-dessus sur l'arrivée au phare, c'est-à-dire que c'est compliqué. Hein. On voit une photo en haut là, c'est le débarquement avec le Zodiac, et donc on voit la gerbe d'eau derrière. Donc c'est assez complexe pour débarquer déjà. Donc il y a une cale, donc je fais un petit dessin avec, j'ai mis des inscriptions, il y a un escalier avec une cale, ensuite on monte un escalier là, le petit trait rouge, et on arrive à la cuisine. La cuisine n'est pas dans le phare, elle est sur une roche sous la terrasse, avec l'entrée de la cuisine sur le bord. Alors la particularité, c'était que quand il faisait mauvais, à fort coefficient, quand la mer était haute, eh bien, il n'était pas rare de voir les paquets de mer passer au-dessus de la terrasse et rentrer dans la cuisine. C'est assez incroyable, mais la porte n'avait pas de gâche. C'était une porte qui était un peu battante et on l'a bloquée avec une cale en bois, parce que sinon elle aurait été cassée. Donc c'était pas rare de trouver de l'eau le matin sur le sol. On se disait, la mer est passée par là. La gazinière, quand je suis arrivé, j'ai dit, il est temps de remplacer cette gazinière qui est rouillée. Elle me dit, mais non, elle est neuve. Je dis, elle est neuve? Ah ben oui, c'est l'eau de mer qui rentre et qui nous l'abîme. Voilà. Donc, c'était compliqué. Il fallait faire attention l'hiver, quand il faisait nuit surtout. Si les paquets de mer passaient, on attendait que le paquet de mer passait, et puis de la cuisine, on montait en courant le long de l'escalier pour aller dans le phare, et l'inverse aussi. Quand on était dans le phare, on attendait le paquet de mer, et puis on pouvait y aller rapidement. Voilà. Il n'y a pas eu d'accident. On va continuer. Donc ça, c'est des détails de la construction. Hein, des gros moellons. C'est une belle construction. Donc il y a l'entrée principale en bas, et puis 3 chambres et la salle de veille au-dessus, puis en haut la lanterne qui a été démontée depuis, qui est à Les Ardrieux, et on a mis un feu récent. Donc ça, c'est le détail du feu à pétrole. Là, c'est la lanterne qui est à Les Ardrieux aujourd'hui. Elle a été déposée du phare et remontée au port de Les Ardrieux. Et donc, elle est en quelquefois visitable, journée du patrimoine, tout ça. Donc, on voit la lentille de Fresnel, la lentille d'horizon. C'est un type d'optique particulier, avec le feu au centre, et puis un cache qui passe autour du feu, parce qu'un feu à pétrole, on ne peut pas l'éteindre, l'allumer pour faire le rythme. Donc, c'est un cache qui passe avec un mouvement d'horlogerie. On peut passer sur l'autre. Voilà. Donc là, on voit le feu allumé. Donc le cache qui passe autour, le mouvement d'horlogerie. Donc c'est un poids qui descend le long de la tour, à l'intérieur du phare, et c'est un poids qu'il faut remonter toutes les 3 heures. Donc le gardien de service était obligé de surveiller la rotation, surveiller le feu aussi, parce qu'il arrivait que s'affaiblisse. Et donc, il fallait nettoyer l'injecteur tout en gardant le feu allumé. Mais le feu, pour le démarrage, il fallait le chauffer une demi-heure avant. Enfin, le brûleur, il fallait le chauffer avec des lampes à l'alcool pendant une demi-heure. Et une fois que le brûleur était chaud, on pouvait ouvrir la vanne de pétrole qui arrivait sous pression. Et donc, le feu passait par un injecteur. Ça sortait en vapeur de pétrole, sous l'effet de la chaleur, ça passait en vapeur de pétrole. Cette vapeur de pétrole servait à chauffer le feu et servait aussi à rechauffer le brûleur pour qu'il y ait toujours un cycle pour l'auto-chauffage du brûleur. Voilà, et là on voit les cuves à pétrole en bas, les cuves à air en haut,
qu'il fallait gonfler avec une pompe à main. Alors il y a deux groupes. Un seul groupe suffisait quand les nuits étaient courtes en été, ça fait 8 heures à peu près. Par contre, l'hiver, où les nuits commençaient à 17 heures, on était obligé au cours de la nuit de passer sur le second groupe. Voilà. Des détails du phare encore. Donc là, on a la fameuse étoile des phares et balises qui est représentée beaucoup dans les phares. La cage d'escalier, et puis l'escalier d'accès à la lanterne, un escalier métallique. Voilà. Et on va pouvoir passer à la chambre rose. Alors la chambre rose, c'est pas ce que vous pensez, c'est une histoire de peinture. Au phare et balises, on utilise du blanc, du rouge, du vert et du noir. Et donc, c'était très facile de faire du rose. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, on voit quand même qu'il y avait une certaine architecture. Même les chambres étaient en lambris de chêne avec des belles cheminées qui devaient fonctionner au charbon au début, au bois. Et ensuite, on a mis des chauffages au pétrole, dans des petits radiateurs au pétrole. Voilà. Et on va s'arrêter là pour les triangles. Passer au Sept-Îles. Cette île, il a eu aussi plusieurs vies, c'est-à-dire qu'en 1832, on a construit le premier phare qui était un peu bas, et pour la navigation, les navigateurs qui étaient derrière l'île Rouzic, pour ceux qui connaissent, ne voyaient pas le phare, donc il a été rehaussé. En 1853, on a rehaussé le feu. Et puis ensuite, le troisième phare, c'était à la reconstruction en 1949, allumé en 1952. Voilà, on peut passer. Donc c'est un phare spacieux. Une autre vue, 1860. Alors j'ai mis cette photo parce que c'était les phares des Sept-Îles, c'était aussi, ça a servi d'expérimentation aux éoliennes. Donc on voit une éolienne, on voit plusieurs pylônes, une éolienne. Et donc c'était une entreprise qui c'était un accord avec les phares et balises. Ils voulaient développer une production d'électricité par éolienne. Donc, une entreprise avait installé une machine qui était surveillée par les gardiens quand ça n'allait pas, quand il y avait des anomalies. C'était remonté et des techniciens montaient pour régler la machine. On voit un treillis métallique sur le long du pylône de l'éolienne qui est au milieu, là. Et donc, ça servait à accéder à l'hélice et à faire les réglages. Et à un moment donné, cette machine a été performante. Et donc, elle a pris le nom du phare, type Sept-Îles, on l'appelait éolienne type Sept-Îles, qui a été généralisé sur beaucoup de phares en mer et outre-mer et tout ça, qui a fonctionné jusque la dernière a été déposée au phare des Roches-Douves en 2000. Donc, c'était des machines qui étaient performantes. De temps en temps, il fallait les déposer pour les réviser, changer les roulements, les nettoyer. Et elles étaient remontées et repartaient. Et on va passer au phare des Héauts. Le phare des Héauts, alors c'était le premier phare en haute mer qui a été construit sur un plateau rocheux. Il n'y en avait pas avant. Il y avait un phare de cette importance, il n'y en avait pas avant. Et donc, c'était une demande des navigateurs, puisqu'il y avait donc les Sept-Îles qui étaient allumées, le Cap Fréhel, mais il n'y avait rien entre eux. Donc, ils se sont dit qu'il serait bien d'avoir un phare au niveau de l'île de Bréhat, quelque part. Donc, il y a un ingénieur des phares et balises, il y avait le service des phares et balises qui avait été créé en 1810 et à Paris, qui avait pour rôle d'éclairer les côtes de France. Il n'y avait quasiment rien avant. Donc, il y avait un ingénieur qui a été dépêché sur les lieux, Léon Reynaud, qui a suivi les travaux. Donc, les travaux, ça veut dire trouver un site pour installer ce phare, trouver la matière première qui venait de l'île Grande, d'une carrière à l'île Grande, et bien sûr les ouvriers, les entreprises et tout ça. Et puis aussi avoir la possibilité d'héberger les gens sur le site, en sachant que la mer couvrait le plateau 2 fois par jour. Et donc, ça a été fait sur c'est la Flèche Rouge. Là, il y avait des rochers assez hauts, un peu plus hauts. Donc, on a construit un hébergement
avec dortoir, cuisine, réfectoire, et la forge aussi pour affûter tous les burins, tous les fers. Et cette forge-là est fumée, et elle enfumait tout le logement. Donc c'était pas très... les ouvriers se plaignaient quand même de l'inconfort. Donc le pylône, c'est le pylône aéro qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Donc vous verrez sur plusieurs phares des pylônes qui ne sont plus utilisés parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup mieux. Mais je vous dirai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire? Donc les pierres, justement, les pierres n'étaient pas les pierres qui arrivaient de l'île Grande n'arrivaient pas directement sur place parce qu'on ne pouvait pas les tailler. Donc elles partaient à l'île de Bréhat où était le siège des phares et balises à cette époque-là. Et donc, ils étaient débarqués à l'île de Bréhat, elles étaient taillées et ensuite elles remontaient au phare, et puis les ouvriers s'occupaient de les installer. Voilà. Des détails de la base du phare. C'est un joli phare, hein. Même la base, là, on ne voit pas, mais la roche, les moellons commencent dans la roche. On a couvert une surface entre les roches, on a mis des pierres, tout ça pour bien asseoir le phare. Voilà les détails. Et puis ce phare-là a servi aussi parce que c'était un symbole, parce que c'était le premier phare en haute mer, donc il a servi a été représenté sur les documents techniques des phares et balises. Ça a servi de médaillon, ça a servi aussi il y avait une bibliothèque des gardiens de phare où on a posé ce logo-là. Ça s'appelait peut-être pas logo à cette époque-là, mais voilà. Donc là, c'est à l'intérieur du phare, donc c'est la galerie inférieure. Et l'intérieur, alors l'intérieur, c'est pas très grand, mais il y a beaucoup de pièces. On voit l'escalier. On ne pourra pas passer sur une autre. Voilà, là c'est un autre étage, donc c'est des évidements dans le mur, dans la pierre, pour ranger le matériel, les vivres des gardiens. C'est la pièce des vivres des gardiens, on stockait les pommes de terre, les légumes, etc. etc. Donc c'est la distribution des pièces, donc avec l'entrée qui est à 10 mètres de la base, de la cale. Alors c'est une échelle qui a été remplacée dernièrement. Là, on a refait l'échelle parce que le phare est classé au monument historique et depuis 2011. Et donc, on est obligé de respecter comme il était auparavant. Donc, l'échelle a été changée, l'échelle qui avait déjà été changée, mais les barreaux étaient en acier. Et là, on a remis les barreaux en bronze avec une belle... j'ai pris une photo avant de venir en bateau, parce que je suis venu en bateau, mais je ne l'ai pas mise dans... Et donc, il y a une belle échelle aujourd'hui. Donc l'entrée, ensuite le stockage du pétrole et du matériel lourd, c'est le second étage. Ensuite le local des vivres des gardiens, le local technique avec le groupe électrogène, qui devait être auparavant la cuisine, mais comme le phare a été électrifié, donc il fallait installer un groupe électrogène qui était installé là, à cet étage-là. Et ensuite on a remonté la cuisine à la place d'une chambre. Il devait y avoir 4 chambres au début. Donc la cuisine ensuite, 3 chambres, la salle de veille, local batterie, salle de veille, lanterne coupole. On est dans la lanterne Fardéo, dont on devine l'optique et avec son feu. Alors aujourd'hui c'est un feu à diode électroluminescente, donc c'est la partie noire qu'on voit. On voit aussi un secteur coloré rouge, il y a un secteur coloré vert aussi. Et puis donc là on voit la nouvelle source lumineuse à diode à droite, et puis à gauche donc l'ancien système qui avait au Fardéo. Donc c'est des lampes. Alors comme les lampes avaient tendance à claquer au bout avec l'électronique, la première électronique de 1975. Il y avait beaucoup de variations, la régulation des tensions n'était pas forcément tip-top, et donc on avait quand même des lampes qui claquaient régulièrement. Donc ils avaient imaginé un changeur de lampe
Donc quand la lampe grille, le dispositif tourne pour placer une seconde lampe sur le plan focal, donc sur le sommet du changeur de lampe. Ici on a d'autres lampes. Alors la lampe du Cap Fréhel, donc on imagine la grosse lampe du Cap Fréhel là sur la droite, et puis d'autres lampes de différents types de lampes, une optique, donc c'est du matériel aujourd'hui qui n'est plus utilisé. Et puis bon, les joies aussi de travailler au phare et balise, c'était le tournage d'un film, Le long dimanche de fiançailles, donc une partie a été tournée au phare des Éaux. Donc j'étais là pour surveiller notre installation technique. Donc il fallait brider l'éolienne déjà, pour pas qu'elle fasse du bruit, pour pas gêner le tournage. Donc ça nous a permis de voir comment se passe un tournage de film, d'autant plus qu'on a aussi, il y a une partie qui a été tournée donc au phare et balise à Les Ardrieux, donc à l'ancienne lanterne des Triago. Et donc la petite fille est là, elle est suspendue, c'est l'héroïne justement, elle est suspendue à 30 cm du sol. Or, pour le montage vidéo, et la petite fille était suspendue à 70 mètres du sol. C'est le joie des montages vidéo. Et puis on arrive aux Roches d'Ouve. Donc c'est le premier phare des Roches d'Ouve, a été construit, début de construction en 1867 et allumé en 69. Alors c'est un phare métallique, c'était la période où on construisait beaucoup en métallique, que ce soit des ponts, la Tour Eiffel, les Halles. Et donc ils avaient imaginé, bon, ça permettait de construire plus rapidement un phare, le monter plus facilement, plus rapidement en mer, d'autant plus que ce phare a été monté une première fois en 1867 à Paris pour l'exposition universelle, et donc ensuite redémonté, transporté par train, puis transporté par bateau pour le montage au phare des Roches d'Ouve. Alors, il y a encore un second phare comme ça qui existe, c'est en Nouvelle-Calédonie, sur le phare Amédée, sur l'île Amédée. C'est un phare qui est visitable. Alors celui-ci, c'était un phare qui était qui avait quand même des gros inconvénients, c'est-à-dire que c'était l'humidité, la condensation, le froid en hiver, et l'été il devenait extrêmement chaud. On peut imaginer une tourelle métallique, vivre dans une tourelle métallique en été. Donc les gardiens se plaignaient quand même, et puis juste titre, hein, c'était vraiment... Et donc en août 1944, un mal pour un bien, le phare est détruit. La destruction, donc totalement détruit. On voit l'ébauche de la construction là, avec les colonnes en béton là. Donc ici la reconstruction, des photos de la reconstruction. Alors c'est une ossature, je dirais un squelette en béton armé et recouvert d'un parement de pierre, de granit rose. On voit aussi à côté un montage, un pylône en treillis métallique qui supportait le feu provisoire. Donc il y avait un feu provisoire, même un feu de secours et un feu normal. Les pierres étaient taillées au phare et balise. Donc il faut imaginer qu'après-guerre, à Les Ardrieux, au port, il y avait des tailleurs de pierre sur toute la longueur du port. Il y avait énormément des besoins parce qu'il n'y avait pas que ce phare à construire, il y avait tous les autres. Donc c'était un sacré boulot à cette époque-là. Le phare actuellement, il a été réallumé en 1954. Alors ce phare est très imposant, hein, puisque j'ai l'habitude de dire qu'on peut organiser un tournoi de ping-pong, pouvoir mettre 20 tables de ping-pong et pouvoir y jouer simultanément.
Donc pour que vous imaginiez la taille de la construction de l'habitation intérieure. Et pourquoi un phare si grand que ça? Je pense qu'il y avait... la France avait besoin de marquer ses eaux territoriales après-guerre. Il y avait aussi le plan Marshall avec beaucoup de crédits, une autre vue, avec les 2 pylônes aéros, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, parce qu'on est passé quasiment tout au solaire, aux panneaux solaires. Et là, on voit l'importance du phare, avec les deux gardiens ou les 2 techniciens qui sont sur la base du phare. On voit l'immeuble que c'est imposant, hein. Ici, on a des vues, quelques vues intérieures, un bureau, la terrasse intermédiaire avec les panneaux solaires, les batteries, une entrée, alors qu'une entrée qui est assez vaste, hein, qui dessert une arrière-cuisine, une cuisine, une salle à manger qui n'est pas là, et des lavabos, toilettes, douches, plus 2 chambres. Donc ça c'est sur un palier, un seul palier, hein. Et ensuite il y a un second palier avec 4 chambres et plus des dépendances et encore des douches et des toilettes. Donc c'est des grandes chambres qui sont spacieuses avec dans les fenêtres ce sont des hublots. Alors il faut imaginer qu'à cette époque-là, en 1954, quand les gardiens sont arrivés, ils avaient tout le confort en mer. Ils avaient donc le chauffage central, ils avaient l'eau au robinet, l'eau chaude par un chauffe-eau, un frigo, des toilettes qu'il n'y avait pas dans la plupart des phares, hein. Donc, et justement, même à terre, beaucoup de maisons n'étaient pas équipées de tout ce confort à cette époque-là, quoi. Et donc sur le 2e étage, c'était réservé aussi aux chambres. Il y avait 4 chambres plus 2 chambres en bas, 4, 5, 6 chambres. Donc une chambre rose. Alors je pense que je vous ai dit tout à l'heure l'histoire des chambres, la couleur rose. La chambre bleue. Et puis la cage d'escalier. Alors cette cage d'escalier, il était prévu d'installer un ascenseur dans cette cage d'escalier. Alors cet ascenseur même a été acheté. Mais là, ils se sont dit, bon, ça vaut peut-être pas exagérer, un ascenseur dans un phare en mer si éloigné que ça, si l'ascenseur se bloque et les gardiens sont dedans, enfin on peut imaginer beaucoup de choses, c'était un peu trop. Donc cet ascenseur a été installé au Cap Fréhel. Ici on voit l'optique, alors les optiques doubles, donc ce sont 2 optiques jointes sur un plateau tournant. Alors ce plateau tournant flotte. Il repose sur une cuve à mercure. Donc, alors pourquoi ça permet d'avoir un couple démarrage réduit et d'avoir une souplesse dans la rotation et d'avoir aussi des optiques parfaitement de niveau, c'est-à-dire pour bien éclairer la ligne d'horizon. Donc on peut imaginer, donc les 2 lampes fonctionnent, il y a une lampe dans chaque optique. Si une lampe claque, il y a quand même, le feu fonctionne quand même avec l'autre lampe. Et voilà les fameux faisceaux, les fameux balais du phare. Alors c'est le phare du Créache là que j'avais pris à un moment donné. Donc on imagine à proximité, on voit donc les balais du phare et au loin on ne voit plus que l'éclat. Et donc là je suis en train de remplacer la lampe probablement. Et on arrive sur le phare du Grand Légion. C'est un phare c'est un phare dans la baie de Saint-Brieuc. Et au départ, c'était une simple tourelle qui a été plus tard aménagée en phare. Donc ce phare, il est un peu particulier, il n'est pas très ouvragé par rapport aux autres phares. Il est droit, mais il a son côté un peu typique quand même. En 62, on a fait une première tourelle, puis ensuite il a été en 1881, il a été rehaussé et équipé d'un feu. Puis un peu plus tard, on a installé un signal sonore, une cloche de brume.
Il a été un peu modernisé, donc au départ c'était de l'huile minérale, ensuite on a passé au système à vapeur de pétrole. Et ensuite, bon, il a été peint en bande. Et en 67, il est passé au gaz, au feu à gaz. Alors c'était prévu pour une automatisation qui n'a eu lieu qu'en 75. Donc en 75, fin du gardiennage, le feu est resté à gaz quelque temps après. Mais il y avait quand même une partie de l'installation qui était passée à l'électrique pour la rotation et des détections électriques aussi pour le fonctionnement du feu. Puis en 87, il a été totalement électrifié avec une éolienne. Et dernièrement, en 2021, on est passé à un feu à diode électroluminescente, à LED. D'autres vues, donc c'est des vues de 1920 et une autre en 2012. On est arrivé un matin, un jour, par temps de brume. Et puis notre vue avec le drapeau, c'était peut-être le 14 juillet, avec les deux gardiens sur la. Donc on voit bien les bandes étaient déjà identifiées, sur la partie basse surtout. Voilà une autre vue d'accès au phare. Donc on accède soit par la cale à basse mer, ou soit à pleine mer par l'échelle. Alors c'est un phare qui est quand même assez dangereux d'accès. Il s'est produit un accident à un moment donné. Les techniciens avaient débarqué sur le phare et puis le semi-rigide qui est au pied là s'est retourné par une vague, par un coup de houle. Et donc les deux marins se sont retrouvés à l'eau. Il y a un marin qui a réussi à revenir sur le bateau et l'autre marin avait trouvé un abri sur un rocher, mais il a dû, au bout d'un moment, comme la mer montait, il n'a pas pu rester sur son rocher, il se retrouvait à l'eau et en hypothermie. Par contre, le capitaine du bateau avait eu une bonne réaction dès le début, il avait vu le scénario et il avait appelé le CROSS, donc un hélicoptère est arrivé rapidement et pour récupérer le marin qui était en hypothermie et il a été transféré à l'hôpital. Donc bon, ça s'est quand même assez bien passé, mais bon, c'est quand même des accidents, il faut y faire attention, quoi. La mer, pas toujours évident, hein. Une vue avec la plateforme hélicoptère qui n'a pas vraiment servi, hein. C'était une plateforme hélicoptère sur la lanterne. C'est un phare qui n'est pas très grand, hein. On voit bien là ici donc l'entrée qui se trouve, faut monter l'échelle qui doit faire une quinzaine de mètres. On arrive dans une première entrée où on peut stocker un peu le pétrole là-bas, et maintenant on stocke des cordages et un peu de matériel. Puis après, on a sur l'étage supérieur, on a la cuisine. Je pense que c'est de l'ordre de le diamètre intérieur, ça doit faire à peu près 3,50 m à 4 mètres, hein. Donc c'est pas très grand. Et l'étage au-dessus, la chambre, c'était 2 lits dans la même chambre, à de part et d'autre de la porte. Donc très, très succinct et très réduit. Et le dernier étage, c'était la salle de veille, où le gardien était là pour passer la nuit, pour surveiller son feu. Et ensuite, on a donc la lanterne avec son optique. Alors, c'est des photos un peu panoramiques, donc un peu déformées. On voit bien l'optique tournante. Alors, ce sont des panneaux d'optique et l'intérieur. Alors, l'intérieur était quand même ouvragé. On avait de la boiserie dans les pièces. On avait un superbe escalier pour accéder à la lanterne. Ouais, plus un escalier aussi d'accès sur le long du phare était métallique, qui avait été fabriqué dans une entreprise à Saint-Brieuc, l'établissement Boulet à Saint-Brieuc, dont les détails du pied de support de l'optique aussi. On voit bien le pas de vis qui permettait de descendre la cuve à mercure pour pouvoir la vidanger et nettoyer. Et donc encore ici une autre vue de l'escalier avec les batteries. Une autre vue, on voit le gardien, c'est une ancienne photo, hein, c'était avant la VHF.
On appelait ça la BLU, bande latérale unique, je crois, de mémoire. Et, et donc on voit aussi les deux cloches, donc c'est au phare et balise de Les Ardrieux, deux cloches qui ont servi de signal sonore. Donc on a la grande cloche qui était celle des Triago et la petite qui était installée au Grand Lugeon. En temps de brume, le gardien a démarré le mécanisme. Donc c'était un marteau qui venait taper sur la cloche. Et donc en général c'était un coup toutes les 3 minutes. Et ce système était automatisé, c'est-à-dire qu'il y avait en dessous, il y avait une machine de rotation avec un poids qui descendait. Et pour le Grand Lugeon, c'était à l'extérieur. Et donc, c'était un mouvement d'horlogerie. Et donc, toutes les 3 minutes, le marteau venait taper sur la cloche. On voit bien que c'est très réduit. Je vous ai parlé de 3,50 m, c'est à peu près ça, 3,50 m de diamètre. Donc, c'était vite encombré. Donc, il fallait ranger la télé, par exemple. Quand on avait fini de la regarder, elle était rangée dans un coin, dans un carton, pour passer à autre chose. Ici, une autre vue. J'ai récupéré ça, c'est le gardien François-Josse Poutrel qui qui avait été gardien au Grand Lugeon. Il a fait la plupart des phares, mais le Grand Lugeon, donc il s'est amusé à dessiner l'endroit dont on devine la cheminée avec la gazinière. Et puis le nouveau feu du Grand Lugeon, qui est un feu à galette de LED ou de diode, qui est installé à l'extérieur de la lanterne, mais qui devrait être réintégré dans quelques temps dans l'intérieur, quand la lanterne aura été rénovée. Et puis ici, on a quelques photos de différents équipements donc des feux autonomes. Donc en haut à gauche, ce sont des feux avec une galette soit une simple diode ou une galette de diode et des panneaux solaires sur les côtés. La batterie est dedans et le système, on choisit la couleur du feu qu'on veut, soit du blanc, soit du vert ou soit du rouge. Puis ensuite, on peut, avec une télécommande, calibrer le rythme, calibrer l'intensité lumineuse, etc., etc. À côté, en haut, on a une mire, un canon faisceau. Donc par exemple, il peut être dirigé vers un chenal. Donc dans le chenal, au centre du chenal, on aura un secteur blanc, et de part et d'autre, on aura du rouge ou du vert. Donc le navigateur doit toujours se positionner dans le secteur blanc. En dessous, on a donc ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le phare des EO, mais on a donc un dispositif un peu plus grand là. Donc ce sont aussi une diode ou plusieurs diodes. Là, il y a plusieurs diodes dans l'optique. On a deux radiateurs et un petit ventilateur sur la partie haute qui permet de refroidir l'ensemble. Alors ce sont des systèmes qui fonctionnent, qui ont une durée de vie de 10 ans, et au bout de 10 ans, et c'est pas parce que ça grille, c'est parce que au bout de 10 ans, on imagine que la résine qui enrobe la LED ou les diodes, la résine va jaunir, ou la qualité de la diode aussi va peut-être réduire, sa luminosité va réduire. Donc on se dit au bout de 10 ans, il faut les remplacer. Et donc en bas, on a un feu autonome un peu plus grand que les autres, là, qui devrait être installé au feu de Bardwick. Et ici, donc là, on va terminer. Donc je voulais quand même vous montrer, c'était un ouvrage qui a été fait par une aquarelliste qui est venue avec nous sur les chantiers, différents chantiers en mer, et qui a sorti un livre d'aquarelle assez fidèle à notre travail, et les techniciens, les ouvriers, chacun a participé au texte de cet ouvrage-là. Il est en vente ici, et puis vous pouvez aussi le consulter. Voilà, je pense et on arrive à la fin. Donc,
Quelques remerciements pour Georges Égout de Pleubillon, qui m'a prêté quelques photos, Alain Roupy, photographe à l'île de Groix, et François Josse-Poutrel, gardien de phare et artiste peintre, qui m'a prêté aussi quelques photos. Merci d'être venu, merci. Merci à Gérard. Ouais, merci au Grand Légion.